Bienvenue au Startup Lab. Tu es notre deuxième invité et tu es aussi le deuxième en fait à avoir été accéléré par Startup 42 et de revenir en fait dans les locaux d'Epita pour parler de ton parcours d'entrepreneuriat. Ouais, merci Mono de m'avoir invité et puis voilà, je suis très content de revenir un peu là où tout a commencé pour nous il y a 5 ans maintenant, donc c'est spécial de revenir quoi. Cool. Alors, ce que je te propose, c'est que moi j'ai des questions à te poser sur ton parcours qui seront filmées et diffusées sur la chaîne YouTube de l'Epita. Et ensuite, à la fin des questions que je vais te poser, je vais laisser la parole aux étudiants qui vont te poser des questions qui, elles, en fait, seront coupées au montage. C'est le privilège d'être étudiant à l'Epita et de participer au Startup Lab. Et donc, ma première question, Denis, c'est tu as un background technique. Qu'est-ce qui fait que quand on a un background technique d'ingénieur, on décide de monter une entreprise? Après, je pense qu'en fait ça dépend de la personnalité de tout chacun. Moi j'avais un background technique, mais voilà, j'avais le goût pour créer des choses, une dimension créative, c'est ça qui m'a vraiment attiré au début. C'est construire toi-même ton projet. Donc quand j'étais plus jeune, je faisais des films moi-même quand j'étais ado, je codais des petits jeux vidéo ou alors différents projets, on va dire, créatifs quoi. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est lancer ta propre activité quoi. Top. Alors tu as parlé de vidéo, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur Pulpix, ouais, l'entreprise que tu as créée et que tu gères maintenant depuis 5 ans? Alors Pulpix, c'est donc une technologie de recommandation de vidéos pour les médias. Donc nos clients, c'est par exemple l'équipe.fr, à peu près tous les sites de presse en ligne comme Programme TV, Gala, Voici, etc. Donc nous, on propose cette technologie qui vient se brancher sur ces sites et qui va recommander des vidéos via un algorithme machine learning. Qui va déployer des widgets qui vont apparaître dans les vidéos. Donc en fin de vidéo, dans un coin de l'écran, etc. Il y a différents types de widgets. Et finalement, la valeur ajoutée, c'est qu'on arrive à multiplier faire plus 70% de vidéos vues sur ces sites-là. Et donc pour eux, c'est un gain de revenus aussi, parce qu'il y a des publicités souvent avant les vidéos. Et donc voilà, le pitch un peu commercial, c'était de dire, voilà, vous voyez, tout le monde utilise YouTube, Netflix, Instagram, etc. La techno est vraiment super poussée, alors que chez les médias, souvent, le site est un peu dégueulasse, plein de pubs, c'est long à charger, etc. Donc nous, on disait, on va vous apporter le même niveau d'expérience que les gens ont sur Netflix, YouTube, et qu'ils ont l'habitude et qu'ils adorent, et on va vous l'apporter à vous, médias qui en ont besoin, mais par contre qui sont mauvais en techno, mais qui sont bons en tout ce qui est contenu éditoriaux, ils ont une marque, un ADN, une audience déjà acquise, donc voilà. C'est ça le pitch. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années, depuis en fait l'idée initiale jusqu'à aujourd'hui? Oui, sachant que effectivement ce que j'ai raconté là, c'est un peu le pitch final, on va dire, mais avant d'arriver là, on est passé par vraiment N étapes. Et donc on a pivoté, comme on dit, plusieurs fois. Quand on est arrivé avec Daniel au tout début, c'était pas exactement ça du tout, c'était plutôt l'idée de faire des vidéos interactives et d'enrichir les vidéos avec des contenus additionnels. Donc on prenait une vidéo, on rajoutait des petites pastilles, des petites bulles qui apparaissaient dans un coin de l'écran qui venaient apporter des infos supplémentaires, un peu comme les secrets du montage. On était très orienté musique, donc voilà, tous les secrets autour du clip de musique, etc. On a fait ça pendant quelques mois et au bout de quelques mois, en fait, YouTube a sorti la même fonctionnalité qui est maintenant, vous l'avez tout le temps, c'est tu as un petit i dans un coin de l'écran, tu as le merchandising, tu peux acheter l'album, un shirt, avoir plus d'infos, des liens, etc. Donc on était un peu dégoûtés, mais en même temps c'est comme ça, et puis ça prouvait qu'il y avait un intérêt. Ensuite, on s'est dit ok, bon ça c'est déjà fait, donc ça sert à rien de le refaire. Mais on allait beaucoup plus loin dans le concept d'interactivité et on a déployé tout un système de ce qu'on appelait des cards. Donc ça permet, c'était des modules que tu branchais sur tes vidéos pour en gros les enrichir, les rendre interactives. Donc tu pouvais mettre un petit formulaire pour faire du lead, pour que les gens donnent leurs coordonnées par exemple pour s'abonner à une newsletter. Tu pouvais mettre un produit, tu pouvais faire plein de choses quoi. Donc ça c'était pas mal. Bon bref. Après, on a décidé de se spécialiser dans les médias, puisque parmi les cibles qu'on avait identifiées, c'est celle qui faisait le plus de vidéos
et qui avait le plus gros pain pot. Mais bon, ça, si tu veux, on peut en revenir après, c'est comment cibler ton marché. Et puis dans les médias, en fait, on s'est rendu compte qu'ils font tellement de vidéos, tellement de gros volumes que tu pouvais pas le faire à la main, puisque nous, au début, tu devais entrer tous les contenus à la main, un à un, dans un éditeur. Et donc on a automatisé ça petit à petit, et puis on est devenu après au final 100% algorithmique, et on a automatisé complètement le fait de lier une vidéo à une autre via un certain algorithme, quoi. Et est-ce que tu peux aussi partager les déménagements entre guillemets que vous avez pu faire, notamment les différents incubateurs par lesquels vous êtes passé, et quel a été l'impact sur le développement? Ouais. Donc en termes d'incubateur, à l'époque quand on est arrivé à Startup 42, donc c'était le nom de l'ancien Startup Lab à Epita, il y avait genre 3 ou 4 programmes, on va dire, à Paris, quoi. Aujourd'hui, il y en a des dizaines, je ne sais même pas combien il y en a, mais c'est impressionnant, quoi. Et donc on a commencé par ça, ça nous a vraiment donné, ça nous a lancé dans une dynamique en fait pour commencer. Après on est rentré au NUMA, qui est un accélérateur de start-up. Bon, en fait, au final, on va dire qu'ils avaient un peu plus de moyens, un peu plus de mentors, un peu plus de visibilité, mais voilà, c'était un peu dans la continuité. Et ensuite on est rentré au Y Combinator, donc c'est l'incubateur très connu à Silicon Valley. Bon, si tu veux, je parle plus. Ouais, je veux bien à ce moment-là raconter un petit peu comment vous avez été pris, le processus de recrutement, et ensuite ton expérience au YC avant de revenir en France. Ouais. Donc YC, donc c'est un processus de recrutement où en fait tu fais une candidature en ligne. C'est des questions vraiment très standards. Tous les startups, enfin, si vous êtes ici, sans doute on va vous les poser toujours. C'est quel est ton marché, qui tu t'adresses, c'est quoi le problème que tu résous, quel est ton argument différenciant, c'est quoi tes métriques, où est-ce que tu en es. Voilà, très standard. Si tu es pris, tu as un oral, donc on te paye le billet, on te paye un peu l'hôtel, un petit budget, quoi, on va dire, pour aller faire un oral qui dure 10 minutes. Donc tu fais tout ça pour 10 minutes d'oral. Où on te bombarde de questions, et le jour même on sait si tu es pris ou pas. Et donc Y Combinator, c'est aussi un investisseur, donc ils investissent 120 000 $ pour 7% de ta boîte en gros. Donc voilà, donc, tu sais le jour même si tu es pris. Pour se préparer, en fait, il y a comme une communauté des anciens, donc en fait tu t'entraides, tu demandes des conseils, tu fais des mock interviews en gros, où des anciens, comme ils savent un peu comment ça se passe, ils te challenge pour voir si tu es à l'aise. Faut vraiment connaître sur le bout des doigts toutes ces questions-là et être hyper concis en fait. Ils aiment pas les gens qui baratinent, les gens qui parlent beaucoup pour ne rien dire. En fait, c'est vraiment, il faut que tu aies préparé tes réponses, sujet, verbe, complément, point, quoi, c'est tout. Pas de pirouette, quoi. Donc voilà, nous on a quand même candidaté, au final on a candidaté 3 fois avant d'être pris, tous les 6 mois. En général, en fait, il y en a beaucoup, parmi ceux qui sont pris, il y en a genre au moins à peu près la moitié, donc c'est la deuxième fois au moins qui candidatent, donc ça a vraiment l'intérêt. En fait, ne serait-ce que pour affiner votre discours, vous faire challenger, ça vaut le coup de tenter, quoi. Donc voilà. Et puis aussi, une fois que tu reviens, bah, après ils peuvent voir la progression, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 6 mois, est-ce que tes métriques sont vraiment augmentées, et tout. Donc voilà. Et c'était en quelle année que vous avez été pris justement? On a été pris en 2016, début 2016, donc janvier à mars. Et vous avez déménagé à Palo Alto? Et on a déménagé là-bas, donc en gros tu prends ta valise, tu loues une maison à Palo Alto en plein campagne résidentielle, là il n'y a vraiment rien à faire. Enfin, on n'avait pas de voiture, et là-bas tu peux rien faire sans voiture, donc on est au milieu des familles, tu vois, il n'y a pas le bar ou le restaurant le plus proche, il est à 20 minutes de vélo, donc tu es vraiment un peu H24 le nez dans ta start-up, quoi. Donc, ça te force à vraiment être hyper focus, quoi, t'as vraiment aucune distraction. Bon, il faut être dans une bonne dynamique pour pas devenir fou comme on entend, parce que c'est très intense, quoi. Mais nous on était 4, donc 2 cofondateurs, 2 employés qu'on a fait venir. Et ce qui te motive après, une fois que tu es là-bas, c'est le programme où en fait toutes les semaines tu rencontres, ils font venir des personnes les plus célèbres de la Silicon Valley
pour partager leur expérience. Donc, on a vu les fondateurs d'Airbnb, de Stripe, de Pinterest, les investisseurs de Sequoia Capital, Mike Moritz, Ron Conway, bon bref, tout ça vous les connaissez pas, mais c'est les gens les plus influents qui ont investi chez Google, Facebook et tout le premier jour. Donc ils te racontent un peu toutes les anecdotes, comment ça s'est passé au tout début pour Google, pour Facebook, quand ils ont rencontré la première fois, comment ça s'était passé. Et c'est tout le temps un peu en mode... en fait, ils te racontent un peu à quel point c'était n'importe quoi, c'était un peu des bras cassés, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, ils se rendaient pas compte. Et ils sont passés par 20 000 galères, enfin, donc ça te met vachement à leur place, quoi. Tu dis, ouais, bah, en fait, nous c'est pareil, on peut y arriver aussi, tu vois, on n'est pas plus idiot que Larry Page ou Sergey Brin, même s'ils avaient des PhD, mais en fait, au final, c'est tout un écosystème, un concours de circonstances, quoi. Et à part cette bonne énergie et cette envie en fait de se dire je peux faire aussi bien que Larry Page, qu'est-ce que ça vous a apporté d'autre? Est-ce que ça vous a apporté du business? Est-ce que il y a eu des conseils vraiment ou du mentoring vraiment pertinent que vous avez pu avoir en allant là-bas? Ben, ça nous a apporté déjà un pied d'entrée aux États-Unis, on va dire. Si toi, en tant que Français, voilà, tu dis ok, je vais me lancer aux États-Unis, par où tu commences, qu'est-ce que tu fais, enfin, personne ne te connaît. Voilà. Donc là, le fait d'être dans Y Combinator, tout de suite, c'est un peu des credentials, quoi. Tu vois, tu te présentes à une entreprise, tu dis tu fais partie de Y Combinator, c'est déjà ok. Bon, on t'ouvre les portes. Et aussi, Y Combinator maintenant, c'est un réseau de, je crois qu'ils ont plus de 1000 startups, quoi, donc qui sont tous devenus assez grosses, assez successful. Donc tu peux taper dans ce pool de clients potentiels et tout le monde va te recevoir. En fait, tout le monde, ils sont hyper un énorme esprit d'entraide, quoi. C'est vraiment très fort. Donc tu peux contacter le fondateur de n'importe quelle boîte de Y Combinator, à peu près sûr qu'il va te répondre dans les 24 heures, quoi. Même moins, souvent. Et c'est par email ou il y a un réseau social spécifique? Ils ont un réseau spécial interne, mais tu peux aussi les contacter par email. Donc voilà. Après, niveau aide aussi, ce qui est très fort là-bas, c'est l'aspect levée de fonds, quoi. Tout est fait pour que tu lèves des fonds à la fin, au moment du démodé, quoi. Et c'est hyper industrialisé, processé. Enfin, les investisseurs, ils ont une application, ils peuvent liker les startups. S'ils like, ça veut dire qu'ils ont envie d'investir, ça génère des documents d'investissement. Enfin, c'est fou, quoi. Et aussi, ça crée une espèce de buzz autour de ta startup qui facilite la levée de fonds, quoi. Et levée de fonds, on peut en parler aussi si tu veux, mais c'est très difficile parce que pour émerger en face d'investisseurs qui voient des startups défiler toute la journée, pour attirer leur attention et les faire créer un sentiment d'urgence, tu vois. Surtout le premier qui signe un chèque, voilà, il faut qu'il ait confiance. Donc là, créer un démodé, ça fait que tous les investisseurs découvrent les startups au même moment, et donc c'est un peu la compétition entre les investisseurs pour réussir à investir, quoi. Donc ça renverse un peu la situation. Et bon voilà, eux, ils te mettent vachement en avant, ils t'aident beaucoup avec tous ces contacts-là. Donc je dirais Y Combinator, c'est une énorme aide pour la levée de fonds, et deux, structurer ta société, et un peu tous les à côté, mais pas forcément le cœur de ton business, quoi. Je m'explique, nous, c'est dans les médias, c'est un peu ad tech. Les conseils qu'ils nous ont apportés, c'était pas trop pour notre cœur de métier, genre tu devrais aller cibler tel client, tu devrais faire ton discours commercial comme ça, telle fonctionnalité. Pas trop, tu vois, ça, ils te font confiance, ils partent du principe que tu maîtrises ton sujet, que tu es un expert, tu sais quel produit faire. Par contre, ils vont beaucoup t'aider à lever des fonds, faire ton board, recruter les premiers VP Sales par exemple, voilà, tout ce qui est un peu autour, un peu support, quoi. Et est-ce que ça vous a permis d'avoir des clients aux États-Unis ou pas du tout? Ça nous a permis d'avoir des clients aux États-Unis, ils nous ont ouvert des portes, par exemple, Condé Nast, c'est un des plus gros conglomérats aux États-Unis, et Sam Altman, il est très proche, puisqu'ils ont racheté Reddit, qui était l'un des premiers projets de Y Combinator, donc ils ont de très bonnes relations, donc ils nous ont tout de suite introduit même au CEO de Condé Nast, tu vois, donc ça, ce serait impensable. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que ça vous a permis de bosser avec eux ou pas? Et donc ça nous a permis de bosser avec eux, mais voilà, encore une fois, eux ils t'ouvrent les portes, après c'est à toi de faire le boulot, quand ils vont pas faire le boulot à ta place. Donc si ton produit plaît pas, si ça fit pas bien, voilà, ça ils peuvent rien faire. Et non mais ouais.
Donc si je récapitule, le projet a démarré il y a 5 ans, Startup 42, Numa, Y Combinator, et ensuite est-ce que vous êtes resté aux États-Unis ou vous êtes revenu en France? Et donc ensuite, à la fin du Y Combinator, donc on a pu lever 1 million de dollars. Aux États-Unis ou ici? Un peu un mix des deux, quoi. Donc on avait des investisseurs français, des investisseurs européens, enfin UK, Europe de l'Est, américains. Qui vous ont rencontré au démo day de YC? Il y en a qui nous ont rencontrés au démo day de YC, il y en a qui nous avaient recrutés avant YC, parce que juste avant YC on pensait faire une levée de fonds aussi, donc il y en a qui nous avaient... Enfin, on avait déjà fait des premiers rendez-vous et tout. Donc on leur dit bah attendez, on verra après YC, quoi. Et donc tout de suite, c'était les premiers qui ont investi parce qu'ils nous connaissaient déjà, quoi. Donc on avait un peu un mix un peu international. Et on a décidé de splitter la team en deux. Donc mon associé Sabri, plutôt commercial, il est resté aux États-Unis, mais cette fois-ci à New York, puisque pour notre industrie c'était hyper pertinent. Enfin, tous les groupes médias ils sont là-bas. À San Francisco il y a quelques groupes, mais bon, c'est très minime à côté de New York. Donc ça avait beaucoup plus de sens d'être à New York que dans la Silicon Valley. Et moi je suis resté à Paris avec tous les techs. Avec la levée de fonds, on a recruté 3-4 ingénieurs, quoi, on va dire. Et on a fonctionné comme ça pendant à peu près 1 an et demi. Je dirais que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Au final, nous, ça nous a moyennement réussi, on va dire. D'un côté, c'est surtout une question d'argent, quoi, au final. Avec 1 million de dollars, ça a l'air d'être un gros chiffre comme ça, mais au final, si tu es à New York, tu payes ton loyer hyper cher, tu payes tes ingénieurs 3 ou 4 fois le prix de la France. On aurait pu recruter 1 ou 2 personnes, enfin on aurait fait la moitié de ce qu'on a fait en termes de techno, de produits et de développement, quoi. Par contre, splitter la team si tôt alors qu'en fait on n'avait pas encore un business hyper bien rodé, bien huilé, et je dirais maintenant avec le recul qu'on n'avait pas forcément le product market fit comme on dit, c'est un peu un buzzword, mais je pense que c'est hyper important, on peut en parler aussi, mais finalement le fait d'être séparés, les deux fondateurs, on n'a pas cette agilité de pouvoir rebondir, se challenger, d'ajuster le produit, ajuster le discours commercial, changer la stratégie, et donc on s'est un petit peu, enfin ça nous a beaucoup ralenti, on va dire. Et aussi adresser un marché américain à un marché français en parallèle, pour une petite boîte c'est difficile. Et en fait le marché ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes clients au final, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes échelles. Donc, et vous étiez combien à l'époque? On était jusqu'à 10 ou 12, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que l'équipe est encore partagée entre New York et Paris? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ce qui s'est passé entre temps, c'est que finalement on s'est fait racheter il y a 1 an à peu près. Donc la boîte qui nous a racheté, c'est une boîte française qui s'appelle Adulike SA. C'est dans la publicité native. Donc pour la logique derrière le rachat de notre société, donc nous on était une boîte de technologie de recommandation de vidéos qui permettait d'augmenter les vidéos vues en partant du principe que le client était capable de monétiser ses vidéos vues via une régie publicitaire, etc. Donc la société qui nous a racheté, Adulike, eux ils se positionnent plus comme partie commerciale, on va dire, de la publicité, vendent des publicités, ils le font très bien, très gros chiffre d'affaires, etc. Et ils avaient besoin de se diversifier vers la vidéo, et nous c'était le moyen de brancher une technologie un peu qui apportait une valeur ajoutée différenciante, quoi, puisque en fait les régies publicitaires elles ont au final peu de différenciation, quoi. Elles achètent de la publicité, elles revendent de la publicité, il faut que tu aies une techno ou quelque chose qui fait que tu es différent pour te démarquer et te développer, quoi. Donc nous on apportait à la fois la techno et un nouveau marché qui était pour eux la vidéo, puisque c'était plus les formats dits natifs. Donc le format natif c'est quand tu as une publicité qui ressemble à du contenu avec petite image, petite description, enfin ça essaye de maquiller une publicité en article. Vous avez ça dans plein de sites maintenant. Donc voilà, donc ça c'était il y a 1 an, quoi. Et donc depuis on a beaucoup travaillé avec eux pour en fait fusionner les technologies et aussi faire scaler en fait tout notre concept, parce que nous au final au moment du rachat on était
était 5 ou 6. D'un coup, on arrive dans une boîte qui fait 100 personnes. Tout ce qu'on faisait un peu de manière, on va dire, bricolée, implicite, en fait, il y a tout un tas de choses qu'on on n'y réfléchissait même pas, ça nous paraissait évident, tu vois. Et tu arrives dans une boîte, il y a un département support, marketing, commercial, il y a des développeurs, il y a des QA, enfin, il y a plein de choses. Il faut tout leur expliquer, leur transmettre ce savoir-là. Et en fait, pour moi, c'était intéressant parce que c'est comme si, d'un coup, à défaut de l'avoir fait moi-même, c'est comme si on avait scalé la boîte, mais vraiment très rapidement à une très grande équipe. Donc on a pu voir un peu cet aspect-là de qu'est-ce qui se passe quand tu passes à une échelle complètement différente. C'est vraiment une façon de travailler différente. Et j'ai justement des questions à te poser sur ça, mais juste avant, en fait, tu as mentionné à plusieurs reprises le product market fit, Ouais. le fait que vous avez un peu galéré à le trouver. Ouais. Est-ce que tu peux en fait nous partager quelques-unes des bonnes recettes ou, avec le recul, des choses que tu aurais conseillé de faire pour arriver plus rapidement au product market fit? Ouais, c'est vrai que c'est un truc dont on entend parler partout. Vous allez sur les blogs ou les vidéos de start-up, on parle tout le temps de product market fit. Pour moi, c'était toujours un peu abstrait. Et il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a une définition, quoi. Et avant de l'avoir vécu, je pense que c'est difficile de comprendre. Mais l'idée, c'est que quand tu es une start-up, tant que le product market fit, c'est quand tu as prouvé que ton modèle fonctionne, quoi. Donc, tu as prouvé que tu as des clients qui achètent ton produit à tel prix, que tu es capable de leur vendre et qui continuent à être clients, ils sont contents sur le long terme. Et donc, avant d'arriver à ce stade-là, il y a toute une phase d'exploration, on va dire, et je pense que l'entrepreneur, en fait, il faut qu'il ait un mindset complètement différent entre avant le product market fit et après. Avant, il faut que tu sois en mode scientifique. En fait, ton but, c'est de tester des hypothèses, de faire des expériences et de voir les résultats et de prouver est-ce que ça va marcher ou pas. Donc, il y a tout un tas de choses qu'il faut. Ça sert à rien de les faire, hein, genre recruter une énorme équipe, avoir un branding, un site complètement démentiel. Enfin, ouais, il y a plein de choses en fait qui n'ont aucun sens à cette étape-là. Et tu peux, quand tu vois toutes les autres boîtes et tout, tu peux être piégé dans ces distractions-là qui font que en fait, ça avance pas, ça sert pas du tout à avancer ton business. Et donc nous, avec le recul, je pense qu'on n'a jamais vraiment eu le product market fit parce qu'on avait un bon produit, on l'a vendu à une dizaine de clients, un grand groupe, mais on n'a jamais réussi à le faire exploser. Il y avait beaucoup de freins à l'adoption, c'est des grands groupes, il y a N raisons pour lesquelles ils n'adoptent pas le produit. On avait des cycles de vente très longs. Voilà, donc tant que tu n'as pas craqué ce concept-là et que tu n'es pas capable de dire bon bah maintenant c'est bon, j'ai plus qu'à recruter des commerciaux, je sais que le commercial il va me coûter tant mais il va rapporter tant, donc en fait tu peux tracer un modèle. Voilà, il faut que ton objectif ce soit uniquement d'arriver à ce stade-là. Et une fois que tu arrives à ce stade-là, tu n'es plus en mode scientifique, tu es en mode exécution, quoi, Formule 1, mais il faut vraiment aller à fond pour recruter et distribuer ton produit et croître, quoi. Mais si tu vas en mode Formule 1 dans la mauvaise direction, bah, en fait tu vas juste dans le mur et tu vas juste gaspiller ton énergie. Donc voilà. Mais donc ce que tu es en train de dire, c'est que malgré la validation de la levée de fonds, des différents incubateurs qui vous ont accompagné, en pratique, votre produit, et de quelques clients que vous aviez déjà, ouais. votre produit n'a en pratique atteint le product market fit que sur le tas. Ouais. Oui, ben, en fait, faut pas se leurrer, quoi. C'est des vanity metrics en final, de dire ok, je suis rentré dans un incubateur prestigieux, j'ai levé $1 million, ça ne valide en rien du tout le succès de ta boîte, quoi. C'est vraiment, faut rester hyper lucide là-dessus, quoi. Genre, faire une levée de fonds en soi, ça devrait pas être célébré, c'est juste un prérequis, quoi. C'est pas vraiment une fin en soi, quoi. Et les incubateurs, type Y Combinator ou les investisseurs, ils investissent sur une promesse et ils disent ok, le pitch a l'air intelligent, ça a l'air de tourner, de tenir la route, mais en fait ils ont très peu de moyens de. Enfin, c'est un pari en fait au final pour eux. Et, eux ils prennent, en tout cas ils prennent beaucoup moins de risques que toi parce que pour eux c'était une start-up parmi tant d'autres. Puis s'ils se sont trompés, c'est pas très grave. Toi, tu as investi des années de ta vie
Donc il faut vraiment que tu sois sûr de toi, quoi. Donc ouais, c'est vraiment très tard qu'on a vraiment pu affiner ça, et même, je pense pas, même après le rachat et tout, on n'était pas... En fait, pourquoi est-ce qu'on a revendu? Parce qu'on n'avait pas un modèle non plus qui était soutenable sur le long terme, quoi. En fait, bon, je sais pas si c'est intéressant pour vous de rentrer dans les spécificités de notre projet, mais nous, c'était un produit, on va dire, biface, quoi. Tu as la partie techno et tu as la partie publicité. Et en fait, si tu fais que la techno, tu arrives en disant, voilà, on vous apporte une techno, ça coûte X euros par mois. Mais en fait, tous les concurrents dans ce milieu-là, tu es assimilé à des Teads, Outbrain, etc., où en fait, eux, ils arrivent en disant, ben, on va vous apporter tous les revenus publicitaires packagés. Ils ont la techno et la pub en même temps, dans un seul produit. Et ils disent, ben voilà, on vous apporte 1 million d'euros à l'année. D'ailleurs, je vous fais le chèque en avance, comme ça, tout est réglé pour l'année en avance. Et comme tous les médias, ils sont un peu en crise, on va dire, vous voyez, tous les jours, on entend tant de personnes licenciées, etc. Eux, tu arrives avec un chèque bien important, c'est pas photo, quoi. Donc, ils signent des exclusivités. C'est très difficile de percer là-dedans, quoi. Donc, il aurait fallu, dès le début, développer les deux aspects, la techno et la vente de publicité. Sauf que c'était pas du tout notre ADN, on n'avait pas du tout les réseaux pour ça. Ça marche beaucoup par réseau et par connaissance, en fait, la pub, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a préféré s'associer finalement avec une boîte qui avait déjà toute cette brique là, plutôt que de galérer encore des années à tout refaire nous-mêmes. Sur la fin, en fait, tu dis que tu avais recruté une équipe technique. Ouais. Quel a été le changement pour toi de passer de lead dev, où en fait tu étais CTO de toi-même, à directeur technique avec une équipe technique à gérer, et ensuite après toute la partie scalabilité technique où tu as dû en fait intégrer le produit dans les équipes, dans la stack technique de la boîte qui vous a racheté. Ouais. Je pense que ça c'est hyper important parce que ton métier il évolue tellement toutes les étapes de la boîte. Moi quand j'ai commencé, au final j'étais pas un très bon développeur, quoi. Faut le dire, j'avais très peu d'expérience. Et quand tu sors d'école, tu es très sûr de toi, tu penses que tu connais tout, c'est bon, mais en fait tu connais rien du tout. Donc au début le produit était un peu bancal, voilà. Quand on a recruté, mais donc il faut quand même, déjà quand tu es tout seul, ou un ou deux développeurs on va dire, il y a tellement de sujets à faire qu'il faut être très bidouilleur et aimer mettre les mains dans le cambouis, quoi. Tu vas faire du front-end, du back-end, de l'infra, de la data, etc. Tu vas tout faire toi-même, quoi. Donc faut avoir cette agilité de toucher vraiment à tous les sujets, quoi. Tout en sachant que tu vas pas faire la solution parfaite et que plus tard quand tu vas recruter, il faut arriver à recruter des gens meilleurs que toi dans chacun de ces domaines-là, quoi. Donc nous, quand on a eu les 1 million de dollars dans la banque, on allait chercher voilà, un mec très bon en data science, machine learning, etc. Et un autre très bon en infra, back-end, serveur, etc. Donc eux, ils étaient clairement meilleurs que moi dans chacun de leurs domaines. Et faut ensuite avoir l'humilité de déléguer au maximum et de leur faire confiance parce que tu pourras jamais tout régler toi-même. En plus de ça, comme tu es fondateur, il y a déjà 50% de ton temps qui part dans des choses qui n'ont rien à voir avec le produit, qui sont juste, il faut rencontrer les investisseurs, il faut faire des trucs administratifs, enfin, il y a tout un tas d'à côté que tu peux pas éviter malheureusement, au moins au tout début, quoi. Donc il faut arriver à déléguer au max et un peu lâcher le guidon à tes employés. J'en ai vu d'autres des CTO qui ont du mal et qui veulent tout faire, tout contrôler. Toutes les décisions doivent passer par eux, ils veulent tout continuer à coder la moindre ligne, etc. Ça ne peut pas marcher après, quoi. Et donc ensuite il faut aimer genre manager des gens, quoi. Il y en a qui sont lead dev, on va dire, qui aiment vraiment développer et qui adorent ça et qui au final se sentent très mal de manager, de gérer faire du recrutement, suivre un peu, faire des entretiens individuels de progression, etc. Tout ça, ça fait partie du métier, quand même, tu peux pas l'éviter. Et donc c'est pas donné à tout le monde en fait de scaler toi-même avec l'évolution de ta boîte. Il faut accepter de faire ça. Mais bon, quand c'est ta boîte et qu'au final
ton but c'est que la boîte réussisse, donc ton intérêt personnel tu le mets tu le mets derrière entre guillemets le succès de ta boîte. Donc même si moi j'aime bien développer et bidouiller voilà, construire des choses d'un point de vue technique, au final j'en faisais de moins en moins, plus la boîte grandissait quoi. Sinon... Après moi ce que j'adorais aussi c'est au final c'est que ça décuple tes pouvoirs, on va dire. Moi en tant que développeur tout seul, même si j'étais le meilleur du monde, je pourrais faire avoir un impact limité, tandis que si je recrute, si je construis des équipes, ça me donne un pouvoir, une force de frappe beaucoup plus grande, quoi. Donc on pouvait faire des choses hyper avancées en machine learning, en front-end, en data, etc. Enfin, on pouvait faire vraiment des choses très, très, très sophistiquées, de plus en plus développées d'un point de vue produit, quoi. Donc ça, c'est moi ce qui me plaît le plus, on va dire, dans la dimension d'être CTO, c'est que ça te décuple en fait ta force de frappe, quoi. On a parlé du passé, Ouais. un petit peu du présent. C'est quoi ton futur? Donc moi, mon futur, là, grosso modo, je viens de quitter la boîte qui nous avait racheté, quoi. Félicitations. Ouais. Et donc là, je suis en train d'explorer des nouvelles idées pour relancer une boîte, quoi. Toujours tech, toujours un peu machine learning, etc. Pour l'instant, j'ai pas de... Enfin, c'est très très tôt, quoi, donc je suis en train de voir ça, mais je pense qu'une fois que tu l'as fait une fois, c'était bien de souffler pendant un an, parce que bon, c'est vrai qu'après, on le dit pas, mais il y a énormément t'as beaucoup de pression à la fin. Avant le rachat, on était vraiment très stressé. Tu vois, en plus, il y a des employés qui dépendent de toi, il faut payer les salaires à la fin du mois, enfin, il y a tout un tas de trucs, quoi. Donc ça aussi, il faut l'encaisser. Revenir salarié, c'était quand même un peu une libération, on va dire, de ce poids-là. Et ça te permet de souffler, de prendre du recul, etc. Mais bon, au bout d'un temps, ça te démange encore, je pense. Et donc, tu y retournes. Mais bon, chacun son profil, quoi. Il y en a eu d'autres aussi qui se sont fait racheter finalement. Ils restent dans la boîte parce qu'ils sont tranquilles. Voilà, c'est tout ou parce qu'ils trouvent le projet intéressant. Et aussi parce qu'en fait, une fois que tu es salarié, tu redeviens peut-être lead dev ou enfin, chef d'équipe, on va dire. Et tu peux te reconcentrer sur le produit tout en laissant de côté un peu toutes les tracas d'entrepreneurs qui sont la finance, le levée de fonds, tous les trucs un peu administratifs qui prennent la tête. Tu peux te recentrer vers le produit. Voilà, il y en a qui trouvent ça agréable aussi, quoi. Chacun sa carrière et son mode de vie aussi, quoi. Écoute, je pense que c'était tout pour moi en termes de questions, Denis. Je te remercie de toutes tes réponses et je vais maintenant laisser la place aux questions des étudiants.